Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur La Voix du CDO, le podcast au cœur de la révolution numérique. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la transformation digitale des organisations avec des experts, des dirigeants, des visionnaires qui ne se contentent pas de suivre les tendances ou de les théoriser, mais les façonnent jour après jour dans leur travail quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires métiers ou leurs clients. Dans chaque épisode, nous discutons de manière pragmatique des stratégies, des usages, des technologies et des implémentations qui redéfinissent notre monde d'aujourd'hui. Des IA à la blockchain en passant par la cybersécurité, les data lakes ou les digital workplace ou toute autre innovation qui transforme notre pratique au quotidien. Les succès comme les échecs nous intéressent. Ils sont le fruit de notre capacité à faire progresser nos organisations au bénéfice de celles-ci, des utilisateurs et des clients. Efficacité, croissance, productivité, expérience client, chiffre d'affaires, nouveaux business models, engagement employé, tous ces objectifs sont recherchés par nos invités qui décrivent leur expérience concrète sur le terrain pour nous faire progresser ensemble. Pour les leaders actuels et de demain, abonnez-vous dès maintenant à la voix du CTO et restez à l'avant-garde du changement. Embarquez avec nous dans cette aventure passionnante et grandissons collectivement dans cette période de changement continu qui s'accélère tous les jours. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Voix du CDO. Et j'accueille aujourd'hui Dawson Trine, qui est co-animateur avec moi en fait de ce podcast. Et nous avons décidé en fait de faire ce hors-série pendant la trêve estivale, car nos auditeurs voulaient en savoir plus sur nous-mêmes. Donc nous y voilà. Et en fait, dans le précédent épisode, Dawson a eu la gentillesse de m'interviewer déjà. Donc, c'est à mon tour aujourd'hui. Alors, c'est avec un grand plaisir que, Dawson, je t'accueille, bien entendu. J'ai fait ta connaissance lorsque tu m'avais contacté à l'occasion de ton livre le CDO, Chief Digital Officer. Et j'avoue que j'avais été vraiment très, très impressionné par la connaissance et ta connaissance du sujet et ta capacité à le formaliser dans cet ouvrage. Et puis par l'idée aussi, en plus, vraiment excellente que tu avais eue d'interviewer plusieurs personnalités du secteur, ce qui a permis d'incarner dans ton ouvrage justement ce domaine et toutes les facettes en fait de ce domaine qui est très très large. Et j'espère qu'on va avoir justement l'occasion, grâce à ton expérience et tes retours, d'en parler pendant ce podcast. Donc c'est avec un très très grand plaisir que nous allons passer cette heure et demie ensemble pour mieux te connaître, mieux connaître ton parcours, tes réalisations et tes ambitions et qui tu es voilà, dans la vie de tous les jours également. Donc, bonjour Dawson. Bonjour Miguel, merci pour cette introduction. Merci beaucoup. Non, non, pas du tout, mais mérité. Et Merci. voilà, donc dis-nous-en un petit peu plus, peut-être sur ton parcours. Et comment en es-tu arrivé, toi aussi, à ce rôle de Chief Digital Officer pour en avoir parlé, je sais que tu as eu plusieurs, peut-être plusieurs vies ou plusieurs facettes dans ta vie. Donc, dis-nous-en un petit peu plus. Alors moi, je pense qu'en tant que chef digital officer, au-delà du titre, je parle surtout d'un leader de la transformation numérique, parce que il y a le chef digital officer, il y a le chef data officer, chef informatique officer. À partir du moment où on est dirigeant et on souhaite changer les choses et on prend conscience des enjeux du numérique, on est quelque part un leader de la transformation numérique. Moi, ce qui m'a amené à cette fonction-là et à ces missions-là, c'est que en fait, j'ai plutôt un profil d'entrepreneur. J'ai commencé moi ma vie d'entrepreneur. Souvent, ça paraît un peu bizarre, mais un peu tôt. C'est-à-dire qu'à l'âge de 14 ans, en cinquième, quatorzième, j'avais déjà entrepris la soirée du collège en réservant une salle, en embauchant des videurs et en mettant mon frère au platine en tant que DJ en fédérant un peu les ressources des parents de mes camarades de classe qui étaient à Ah la oui, fois épiciers, qui ramenaient des bouteilles gratuitement, les parents qui faisaient des gâteaux et j'avais réservé une salle et j'avais organisé la soirée. Ça a commencé comme ça. C'est une activité que j'ai gardée en parallèle de mes études jusqu'au début de mes études universitaires. Donc, j'ai organisé, j'avais un tout petit nom sur la place parisienne, sur les soirées que je pouvais organiser à Tour Montparnasse ou dans des boîtes de nuit parisiennes.
Ah, En même temps que mes études, c'est une expérience qui était très amusante dans l'événementiel, mais un peu épuisant. J'ai la chance aussi d'avoir des parents qui oui, m'ont laissé faire les choses. Je crois que c'est un trait de personnalité, d'être un peu dans l'initiative des choses. Après j'ai fait des études de droit et même en parallèle des études de droit, bon, c'est clairement une erreur d'orientation, hein. Je suis allé quand même jusqu'à un 2 SS en droit immobilier. Et puis, à côté de ça, j'étais aussi entraîneur de volley. Parce que mhm, mon père a été entraîneur de volley en parallèle de son métier d'ingénieur en mécanique. d'accord. Et moi, c'était une passion. Donc, j'ai entraîné jusqu'au niveau national. J'ai même piloté l'équipe féminine pour les JO de Sydney Waouh, pendant quelques mois. c'est Euh, d'actualité. et j'ai eu le plaisir de côtoyer les grands joueurs de l'époque, qui étaient Alain Fabiani, qui étaient des noms qui sont peut-être pas connus aujourd'hui, et Eric Ngapet, qui est le père d'Erwin Ngapet, hein, qui est un des meilleurs D'accord. joueurs français, que j'ai connu à l'âge de 12 ans. Tout ça en parallèle de mes études de droit, et j'ai lancé ma première entreprise pendant mes études dans le domaine de la restauration rapide sur une chaîne de restaurants qui s'appelle Woko, qui existe aujourd'hui, D'accord. en format de franchise. Voilà. D'accord. C'était en 2001. Et puis après, c'était un secteur pour moi trop difficile pour une projection de vie de famille, Oui, parce oui, que c'est très prenant, hein, ça. c'est très prenant, c'est un métier très, très, très énergivore. Ouais, Et du coup, j'ai fait le choix de partir sur d'autres activités. J'ai commencé à travailler. Mon premier job a été de travailler dans une plateforme immobilière de solutions SaaS, à, à travers à la fois des acteurs de la promotion immobilière, des acteurs de la gestion de patrimoine, de la banque finance. Et après, j'ai travaillé en banque privée aussi, dans le domaine de gestion de patrimoine. Et quelques années après, j'ai lancé ma propre plateforme immobilière, une solution SaaS, effectivement, mettant en relation les promoteurs immobiliers, les marchands de biens avec des réseaux de distribution qui pouvaient être des réseaux de distribution bancaires, qui pouvaient être des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, des assureurs, des agents immobiliers sur tout le territoire. C'est un métier passionnant. Et puis, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est, euh, il y a tout à construire en fait, hein, à la fois la culture d'entreprise, les outils, le recrutement, le management. Et lors de cette aventure, j'ai rencontré, je dirais, du coup, mon deuxième associé sur ce projet-là, et sur lequel on a développé l'activité jusqu'à monter jusqu'à 25 agences, plus de 150 consultants sur le territoire, jusqu'à la crise des subprimes. On a vendu jusqu'à 1500 lots par an ouais, d'appartements, ce qui représente pas loin de 100 millions de volume d'affaires. d'accord. Et moi, j'étais en charge à la fois de l'innovation, à la fois de la structuration au niveau technologique. Et puis, dans ce parcours-là, j'ai touché du doigt ce qu'on appelle le marketing digital, puisqu'on Oui, on dépensait à peu près 4 millions de budget par an sur ce sujet-là. oui, donc c'est là où tu as fait tes armes, en fait. J'ai fait mes armes à la fois sur l'intégration CRM, ERP, à la Ouais, fois sur la gestion des équipes. Euh, voilà, c'était une expérience passionnante. Ça a duré de 2006 à 2012, sur lesquelles je pense les 5 premières années, j'ai pas pris de vacances. Mais pas parce que j'en sentais pas le besoin. Ça a été une expérience tellement enrichissante, tellement amusante, tellement fusionnelle, avec aussi Lionel, qui a été mon associé, et jusqu'à la crise de subprime en 2012, où on a vendu tout ce qui pouvait être vendu. Et puis moi, je suis reparti dans le conseil aux entreprises, avec une dimension management, de direction, et puis un pan sur le marketing que je maîtrisais pas encore à cette époque-là, même si mon associé avait financé une agence marketing digital qui fonctionne très bien aujourd'hui. d'accord, Suite à cela, j'ai ouvert une agence de marketing digital d'accord. euh, avec ce même associé quelques années plus tard. Après qu'on a fermé, puisque pour des raisons de santé d'un des associés. Mais ça a été une expérience intéressante, puisque ça m'a permis à la fois d'approfondir mes compétences sur le marketing digital,
et aussi d'être éditeur de logiciels, puisque du coup, on s'est mis à développer des logiciels pour répondre aux besoins des clients. Notamment sur, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on a constaté, c'est que souvent chez les clients, des acteurs de la promotion, ils ne connaissaient pas la notion de contact, de lead, ce qu'on appelle du lead Oui, management, du lead. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils ne savaient pas comment le traiter, soit parce que leur CRM n'était pas adapté, soit parce que c'est une brique complémentaire sur laquelle la majorité des CRM n'ont oui, pas vraiment de structuration de comment ça se traite et comment ça s'accompagne sur le changement. Donc d'accord, on a créé un logiciel dans cette thématique-là pour le mettre à disposition, pour leur permettre de piloter en fait leur coût d'acquisition en contact entrant, pouvoir arbitrer quels étaient éventuellement les meilleurs fournisseurs et les meilleurs outils qui leur permettaient d'avoir le meilleur chiffre d'affaires. Parce que ça traitait à la fois notre capacité à générer du contact entrant pour eux, mais ça permettait aussi de gérer ce qu'on appelle dans le marketing l'affiliation, c'est-à-dire les autres fournisseurs et pouvoir faire un scoring du fournisseur sur le business que ça génère sur l'entreprise. Voilà. Donc, à ce moment-là, on était trois. Un a des problèmes de santé. Moi, l'expérience me plaisait plus sans mon acolyte. Et du coup, j'ai revendu la structure au troisième, qui a continué l'activité sur ce sujet-là. Et suite à cela, on m'a contacté et puis j'ai rejoint une structure qui était la même que la mienne 15 ans après, dans la gestion de patrimoine, avec 21 agences. Et ils avaient des ambitions de prendre le train de la transformation numérique dans ce secteur-là, qui n'avait pas bougé d'un iota. Parce qu'au moment des états des d'accord, lieux, au pourcentage près, les taux de conversion avaient quasiment pas bougé. Donc, d'accord, et donc j'ai accompagné là sur un projet un peu plus massif, puisqu'il fallait vraiment que je coordonne toutes les directions, hein, à la fois les associés, mais sur la direction commerciale, direction marketing, la direction juridique, la direction des RH, direction des systèmes d'information qui était externalisée à ce moment-là. Donc coordonner ça vers une vision commune d'un nouveau modèle économique de demain qui nous rendrait moins dépendants des fournisseurs qui étaient les promoteurs, des banquiers et autres, en essayant de remettre au milieu du village l'expérience client, qui sont les contribuables ou les gens qui avaient une problématique autour de la gestion de leur patrimoine. d'accord. Donc c'est une Donc, c'est expérience qui a dû... Oui. c'est- non, c'est là où tu as cristallisé, du coup, si je comprends bien, ce rôle de Chief Digital Officer, c'est ça? Exactement. Ça m'a permis de comprendre que au sein d'un CODIR, il était important de communiquer, de donner une vision claire, d'avoir le soutien de la direction générale, du PDG, hein, sans quoi je pense qu'il n'y a aucune mission ne peut aboutir correctement sans cela. Et c'est sur le terrain que j'ai appris qu'effectivement, comment on gère les résistances, comment on organise, comment on planifie, comment on essaie de créer de la communication constante, comment on essaie aussi d'arriver à faire monter en maturité Oui, parfois la vision des associés qui sont parfois un peu éloignés des enjeux, parfois support, je pourrais appeler support. Ils s'en détachent, ils ont leur cœur de métier et souvent ils sont un peu éloignés sur ce sujet-là. Et c'est en cela que j'ai eu la volonté de se dire, en fait, je pourrais pas traiter répondre à toutes les sollicitations des entreprises pour les accompagner au changement. Et je pense que pour beaucoup d'entreprises, c'est une de leurs difficultés, c'est d'avoir à identifier le bon profil pour les accompagner sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, et c'est pour ça que j'ai interviewé des confrères, mes homologues, pour essayer d'essayer de voir en quoi on était confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes sujets. oui, Et finalement, il y a ce sujet de prise de conscience de l'entreprise, de montée en maturité sur ces sujets-là. Et du coup, j'avais envie effectivement de partager ça avec d'autres, à la fois des jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, vulgariser un peu la profession pour que les entreprises puissent avoir à un moment donné une vision aussi de leur entreprise et comment se faire accompagner sur ces sujets-là. oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai l'impression, moi, que dans ce rôle de Chief Digital Officer, il est assez méconnu. Je pense que c'était aussi un des objectifs quand tu as écrit le livre, peut-être de mieux faire connaître ce rôle. Oui.
Et comment, justement, tu l'abordes? Parce qu'il y a différentes facettes, là. D'ailleurs, en plus, tel que tu le décris, c'est un Chief Digital Officer un peu orienté, entre guillemets, marketing ou plus marketing. Moi, par exemple, Oui, je suis plus orienté techno, enfin, si on peut exactement. dire, si on peut Exactement. dire comme ça. Mais justement, comment tu définis ce rôle et comment voilà, tu l'introduis auprès des directions générales toi-même? Alors, le principe, c'est déjà de se dire on est dans un écosystème en constante évolution à cause du numérique ou grâce au numérique. Et qu'aujourd'hui, toutes les membres du CODIR ont un métier à plein temps. C'est-à-dire qu'ils sont occupés à leur cœur de métier, souvent en surcharge d'activité. Oui, Donc, le sujet du numérique doit être pris en main. Alors, s'il n'est pas pris en main par une personne, en fait, les sujets ne vont pas avancer. Ça, oui, c'est, la fonction, elle est nécessaire en cela. Elle est nécessaire en cela en tant qu'ambassadeur auprès des différents services pour dire que, OK, on a un sujet de transformation numérique, je sais que vous êtes en surcharge, vous avez des obligations, des objectifs, sauf qu'on a un enjeu de subsistance, de mon point de vue, au regard de la révolution numérique qu'on vit, et c'est d'identifier quelles sont les premières étapes, anticiper quelles sont la vision du métier qu'il y aura demain. Quels sont les différents modèles économiques qu'il y aura demain? Est-ce que il y a des grands, pour moi, il y a des grands piliers, hein, c'est la désintermédiation. Aujourd'hui, oui, le numérique va désintermédier toutes les strates qu'il peut y avoir entre un utilisateur et un fournisseur oui, d'offres. En ça, c'est un grand pan. Et en quoi l'entreprise doit s'adapter à ça, au risque de disparaître. Euh, Après, sur les profils, moi, j'ai pas de parti pris. J'ai mon parcours d'entrepreneur. Je considère que et la majorité des chefs digital ou de leaders de la transformation digitale sont passés par la case d'entrepreneuriat. oui, Puisque effectivement, ce que je dis souvent, alors c'est pas pour dénigrer les intrapreneurs, c'est que c'est un autre entrepreneur, il a un ascenseur émotionnel à tous les niveaux. C'est-à-dire que on est directeur marketing, on a un ascenseur émotionnel sur les objectifs du marketing. Un dirigeant, quand moi j'étais chef d'entreprise, j'ai un ascenseur émotionnel sur tous les niveaux, à la fois le marketing, le commercial, les RH, le juridique, l'informatique, les finances, c'est constant. Donc en fait, le dirigeant, et je comprends, est dans ces ascenseurs émotionnels. Alors je parle bien du dirigeant qui a monté sa boîte, oui, qui est confronté à l'adversité. Alors je pense que le dirigeant qui est parachuté va hériter. C'est ce chose-là, on est oui, dans un autre schéma. Peut-être, lui, il est confronté à une autre problématique, c'est de déconstruire quelque chose peut-être qui existe pour reconstruire quelque chose de plus innovant. Euh, alors qu'aujourd'hui, un entrepreneur, lui, il va devoir construire toutes ces choses-là en apprenant en même temps toutes ces oui, choses-là. oui, Alors, du coup, on est face à je dirais, un CDO plutôt entrepreneur. Maintenant, Miguel, tu es CDIO avec en plus cette casquette technique, mais cette casquette technologique et en plus cette casquette d'entrepreneur. Euh, voilà. Après, il y a d'autres CDO, Data Officer, qui ont connu que l'entrepreneuriat dans des grands groupes, dans plusieurs grands groupes, qui répondent aussi à une problématique que peut rencontrer à un moment donné une entreprise sur son niveau de maturité. Donc, c'est surtout oui. de corréler en fait le besoin de l'entreprise à une étape de sa transformation numérique avec un profil qui peut y répondre sur la mission définie. Oui, bien sûr. Mais là où tu fais le lien peut-être avec l'entrepreneur, enfin, c'est cette notion d'ascenseur émotionnel dont tu parlais, qui est effectivement transverse finalement à presque tous les métiers. Et c'est ce rôle de transverse aussi du Chief Digital Officer qui finalement fait que on se retrouve dans cette dimension-là, quoi. Oui, et puis moi je vais toujours expliquer que en quoi c'est transverse. Enfin, les RH sont transverses aussi. Et les Oui, RH, quand elle doit recruter au niveau marketing, elle est transverse. Souvent mal considérée, hein, cette oui. dernière génération, alors que elle a un rôle total dans la révolution numérique. C'est Ah dans le recrutement des profils, hein, que ce soit des CDO. Moi, j'ai connu il y a quelques années sur du recrutement la fonction de leader de la transformation numérique ou de chef data officer. Il n'y avait pas de fiche de poste. oui, Parce que toutes les entreprises avaient une définition, une image de ce que devait être un chef data officer, un chef informatique officer, un chef technology officer, un CTO, un CDO ou un CIO dans une startup ou dans un grand groupe ou dans une ETI, ETPE, c'est pas les mêmes fiches de poste. oui, Donc, et là, il y a un vrai travail.
Mais comme toutes les verticales de l'entreprise, il y a un vrai travail pour adapter la mission que chacun a, avec la surcharge de travail que chacun a, à cette révolution, même au niveau des RH, même au niveau du juridique, parce que la législation change. On voit le RGPD, on voit l'IA Act. On ne peut pas, de mon point de vue, euh, ne pas évoluer aussi en même temps que l'environnement et que l'actualité. La Bien même chose sûr. pour le commercial, la même chose pour le marketing, la même chose pour l'informatique. Et tout ça sont des fonctions transverses. Hein. Oui, oui, donc c'est une fonction transverse qu'il faut absolument avoir dans n'importe quelle organisation, c'est ce que tu es en train de dire. Mais du De coup, mon point quelle de est vue. la promesse que tu fais justement aux organisations et comment tu as fait évoluer cette promesse tout au long des années, hein, pour les convaincre justement de cela? Alors, moi, j'ai eu la chance de pas beaucoup à convaincre, en fait. Je pense que j'ai l'avantage d'avoir un peu le choix des demandes qu'on me propose et de pouvoir arbitrer et de sentir si ça me correspond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'engage pas sur un projet si j'ai pas la certitude de créer de la valeur pour moi et créer de la valeur Oui, pour l'entreprise. Euh, Maintenant, j'ai eu cette chance-là aussi d'être confronté à une forte demande et de pouvoir dire, si vous n'êtes pas convaincu de l'utilité de faire une transformation numérique, c'est votre sujet, c'est pas le mien. oui, C'est votre entreprise. Si c'est juste, vous pensez que c'est un plug and play, c'est un outil, et puis, et puis ça va fonctionner. Moi, de mon point de vue, vous vous trompez. Maintenant, je pense qu'on ne change pas les gens. Je pense qu'il faut les faire monter en maturité, leur faire comprendre les choses. Maintenant, c'est leur arbitrage, c'est leur entreprise quelque part. Hein. Moi, j'interviens peut-être comme un canalisateur, hein, comme quelqu'un qui va mettre en lumière le besoin en disant bah, comment vous allez gérer ces sujets-là, comment vous allez gérer cette transformation-là, si ça arrive. Après, quelque part, entre parenthèses, je suis personne pour savoir ce qui va se passer demain. On voit que dans les révolutions numériques, les ruptures numériques, il y a beaucoup de sérendipité. On voit Airbnb, c'est pas des gens du voyage ou du tourisme qui ont créé Airbnb. Les non, gens, c'est des gens voilà, la même chose sur Uber, c'est pas des gens qui étaient dans le métier du transport, de la mobilité. oui, C'est c'est des gens qui ont suffisamment eu de regard de l'extérieur, de dire il y a quelque chose à améliorer, l'expérience utilisateur n'est pas satisfaisante. Moi, je c'est me ça, retrouve à 2 heures du matin, place de la Bastille, à pas pouvoir prendre un taxi. c'est ça. Ça me convient pas. Oui, Je suis en face de gens qui cherchent du travail en France, sur lesquels il y a des gens qui sont prêts à payer, il y a des gens qui sont prêts à travailler, mais il n'y a rien qui les connecte. oui, La même chose sur Airbnb, il y a des gens qui souhaitent être logés à moindre coût, il y a des gens qui ont des appartements qu'ils souhaiteraient louer. Et en cela, la seule friction qu'il y a eu, c'est justement cet intermédiaire qui, quelque part, n'avait pas trouvé la solution pour pouvoir mettre en relation ces deux personnes et sécuriser cette mise en relation. c'est ça. Et c'est ce qu'apportent les plateformes, hein, les solutions SaaS, les plateformes, mettre en relation. Oui, Euh, donc là, il y a deux éléments fondamentaux. Enfin, on revient sur ce que tu disais donc, au tout début, effectivement, la désintermédiation, ça c'est vraiment le facteur clé de cette transformation digitale. Et elle est possible justement parce que le digital permet de mettre en place cette plateforme qui, du Exactement. coup, deviennent, bah, dans les deux cas que tu as dit, de toute façon, c'est évident, qui sont de nature mondiale tout de suite. On monte à l'échelle immédiatement. Donc, on Oui, désintermédie et en plus, on crée une plateforme où tout est automatisé et de capacité mondiale immédiatement, quoi. oui, oui. Alors, je vais rebondir sur deux choses. Alors, la promesse, non, moi, je ne fais pas de promesse parce que je ne vois pas l'avenir. Par contre, je sais comment, comment je travaille, je veux aligner les enjeux. C'est un état d'esprit. Je veux qu'il voit que mon client ou mon annonceur, il voit un intérêt parce que c'est sa décision à lui, Oui, que sa décision soit très éclairée, qu'il prenne totalement conscience, et que moi, j'ai le sentiment que j'ai les coups des franges pour pouvoir avancer dans cette mission-là. Par expérience, ça m'est arrivé hein, d'effectivement d'occulter ce besoin d'alignement et de me retrouver finalement avec un système qui n'est pas du tout adapté à l'innovation, au développement, et finalement on passe du temps à, à convaincre plus qu'à innover. Euh, oui, et ça, pour moi, c'est un no-go immédiat. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas mature sur le sujet, ou du moins mhm, moi, je ne suis pas adapté à l'entreprise
par rapport à la manière dont elle fait. Et ça, c'est un constat aussi que je le fais avec l'expérience, peut-être aussi toi, c'est qu'à un moment donné, quand l'entreprise est un système à part entière, hein, et ce Oui, système qui fonctionne résiste à tout changement, comme l'humain oui, va résister à tout changement. Quand on change les habitudes, bah, bizarrement, bah, ça fait un peu ésotérique, mais la structure va résister. Elle va pas oui, vouloir, se mettre en route. C'est pour ça que moi, j'ai tendance dans cette situation à créer un spin-off à côté, à créer une autre culture plus innovante à côté, avec une équipe plus à côté, qui parfois enlève toutes les contraintes financières, que peuvent avoir certaines grandes organisations où ils ont des grilles de salaire auxquelles on ne peut pas aller chercher les bons profils, quelque part, parce qu'on ne peut pas les rémunérer au juste prix. C'est très difficile. J'en parlais, récemment, quand on est dans un marché mondial d'innovation et qu'on est confronté à un Google qui paye, à coût de centaines de millions, les meilleurs développeurs, les meilleurs chercheurs et que nous, on essaie de subsister à ça, en proposant, des salaires sur une grille de prix, limitée, sur un marché franco-français, bah, oui, on va manquer de pertinence à moyen long terme, à moyen long oui, terme. Après, c'est peut-être un talent, je sais pas moi, peut-être à réussir à convaincre un développeur, d'être payé 10 fois moins cher que tout le monde, sur un marché international, c'est peut-être oui, un truc. Moi, je suis plutôt à me dire que les gens qui sont talentueux, on les identifie, on a une université et des écoles qui sont extrêmement brillantes en France, oui, de se dire, ben, ces gens-là, il faut qu'on puisse leur faire une proposition de valeur pour créer de l'innovation en France, pour pouvoir se développer à l'international. Mais on va pas pouvoir prendre les 10 meilleurs en les payant 10 fois ou 50 fois moins cher que les autres. non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est intéressant du coup ce que tu dis parce que enfin, je reviens aussi sur cette notion de spin-off, c'est-à-dire une des façons donc que tu as expérimenté, c'est de créer vraiment une structure enfin, pas indépendante peut-être, mais enfin en tout cas assez isolée ou autonome en tout cas par rapport au reste de l'organisation pour pouvoir avancer. Mais comment après tu refais le lien avec l'organisation elle-même? Bah, justement, quand on fait un spin-off à côté, ça permet justement d'innover, de pouvoir proposer des nouveaux outils, de pouvoir tester des nouveaux outils, de pouvoir, faire des essais peut-être à des échelles plus petites, sur une agence. Ça permet, heu, de pas tout déployer d'un seul coup, et après d'aller chercher, des passerelles chez l'entité, historique, pour partager, bah, l'expérience de l'entité historique aussi sur ces sujets-là. Mais souvent, le spin-off, c'est surtout un nouveau modèle économique aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, dans Nouveau cette spin-off, tu as des gens de tout, un peu tous les métiers, forcément. Exactement, de tous les Voilà. métiers, avec un retour, qui est structuré, d'une même manière, avec moins de ressources, hein, que Oui, bien la sûr. maison mère, mais qui est structuré de la même manière. Enfin, sur ces enjeux de transformation numérique, il y a toutes ces verticales, hein, qui sont le marketing, le commercial, la RH, le système d'information, le juridique, ces rapports-là. Moi, par exemple, sur une de mes missions, le service juridique avait collaboré énormément sur l'intégration de tout ce qui était RGPD, Oui, sur tout le process des données, comment les données sont traitées. Donc oui, c'était une charge supplémentaire, en plus de tous les enjeux, des contrats, des contrats de travail, des fusions-acquisitions, de la réglementation, mais c'était une obligation, en fait. C'était une obligation parce que les données appartiennent, bah, aux contribuables, hein, que ce soit les salariés, que ce soit les clients, que ce soit, les collaborateurs. Il fallait, avoir leur retour et qu'ils, eux, puissent mettre en place leur process juridique par rapport à ça. Éventuellement, nous, nos systèmes d'information aussi nécessaires. Et l'exemple même, c'est de se dire, en choix stratégique, c'est que les données doivent être consultables de l'extérieur, par la CNIL, par, l'ANSSI. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il doit être consultable qu'on n'a pas un droit de regard sur ce qu'ils font. Donc est-ce que oui, c'est pas plus judicieux de créer un log administrateur, qu'on donne à la CNIL ou à l'ANSSI pour pouvoir, leur permettre de vérifier que les données sont bien structurées, bien organisées, mais aussi d'avoir un regard sur leur, connexion et de savoir oui, sur quoi ils se sont connectés et sur quelle manière ils ont, récolté l'information pour pouvoir, quelque part aussi, pas devoir se défendre, mais pouvoir, aussi, constituer ce dossier pour dire qu'on a fait toutes ces démarches-là, ils ont consulté telle information, ils ont consulté telle information. oui, bien sûr. Oui, super intéressant. Et puis, dans ces sujets de transformation, on a vu, il y a eu effectivement, il y a eu un moment des choix d'investisseurs de start-up qui étaient: «Ouais, notre trésor de guerre, c'est la donnée». Mais l'arrivée du RGPD, c'est que la donnée, elle est temporaire.
Donc, sur les Oui. modèles d'entreprise, je donne un exemple parce que j'ai été amené à travailler avec eux, mais tout ce qui est banque de financement, CTLM, BNP Investimo, aujourd'hui, ils étaient basés sur la donnée client qui, lors de l'arrivée du RGPD, a dit, mais en fait, la donnée, vous ne pouvez plus la conserver autant de temps que vous voulez la Oui, conserver. avant, il l'a gardé à vie, c'est ça? Enfin, Il y a un avis. et maintenant, c'est fini, quoi. Et dans le marketing, il y a eu effectivement une révolution aussi, puisque pendant longtemps, dans le marketing, il y avait des exploitations de bases de données, Oui, de clients publicitaires. Aujourd'hui, les données sont données à un objectif bien précis et un usage bien précis. Donc, de mon point de vue, hein, toutes ces startups-là qui ont mis en avant qu'ils avaient un trésor de guerre de données, ben, en fait, ces trésors de guerre a effectivement une durée limitée d'1 an ou 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire de l'acquisition de données tous les 2 ans. Alors que oui. tu es peut-être sur un modèle qui était sur 10 ans, 15 ans, en disant on va exploiter les données, on va monétiser les données, sauf que les données, elles n'appartiennent plus à l'entreprise, elles appartiennent aux gens. Oui, Donc là, il faut changer le modèle économique, ou il faut en tout cas changer le modèle d'acquisition. On n'est plus dans l'élevage de données et l'exploitation de données, on est dans l'acquisition tous les 2 ans. Et le coût d'acquisition a un impact sur le modèle économique. d'accord. Oui, c'est fondamental. Je pense que ce que tu es en train de dire est très, très peu perçu et, et, et connu de beaucoup de nos décideurs, hein, je pense. Enfin, sauf ceux qui sont dans ce métier-là, bien entendu. Mais Oui, il y a un enjeu sur ça, ce qui est stratégique. Après, moi, j'ai tendance à dire pas vu, pas pris, hein. La législation n'est pas dans l'exécution d'une loi et dans l'exécution de la vérification. On le voit, il y a toujours un gap, il y a un temps d'adaptation. Je donne l'exemple de la musique. Pendant longtemps, il y a eu téléchargement à tout va. Finalement, bien aujourd'hui, on sûr, a trouvé un nouveau modèle de musique qui était très avant-gardiste de chez Apple, hein, qui était de dire les gens vont acheter de la musique en ligne, ça va être un format d'abonnement. Honnêtement, moi, je suis une génération, personne ne pouvait s'imaginer que ça pouvait exister, ce format-là. La même chose sur Uber, la même chose sur Airbnb. C'est ça en cela qu'il y a eu une vraie rupture. Moi, j'ai oui. tendance à dire qu'il y a une rupture quand il y a eu un avant et un après. Oui, Euh, oui, c'est clair. Écoute, enfin, tu prends cet exemple, je me permets de partager, mais ouais. en 2008, en fait, ceux qui ont créé le modèle d'abonnement musical, c'est une boîte qui s'appelait Music Match, avant Apple, en fait. Et moi, je me rappelle avoir écrit des articles à l'époque dans lesquels je disais, mais c'est ça le modèle du futur. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin d'acheter chacun de mes albums et tout ça. J'aurais, en tant qu'expérience utilisateur, et comme la musique, ça me passionne, bien entendu, bah, j'ai accès à l'ensemble du catalogue, juste Oui, oui, avec 10 euros par mois. c'est ça. Et beaucoup de musiciens me disaient, mais non, c'est la mort de la musique, c'est la mort de. Bah, non, c'est pas le cas. Enfin bon, je sais que c'est pas toujours facile, hein, pour les musiciens, effectivement, dans ce modèle business du numérique. Mais ça n'empêche que l'expérience utilisateur est radicalement transformée. C'est ça Totalement. qui est, qui est- Totalement. qui est, je pense, le point fondamental et que du coup, on ne peut plus passer à côté, en tout cas, même si il y a des contraintes, des changements et du positif et du négatif. Mais du coup, c'est un très bon exemple parce que je pense que ça explique très concrètement cette transformation que l'on peut avoir dans tout un tas de domaines. Et tu as dit, l'expérience utilisateur est centrale, en fait. Oui, oui, oui. Et moi, Et est-ce que tu as un exemple comme ça que tu as vécu alors moi, cette centralité de l'expérience utilisateur et comment elle transforme, elle est transformative en fait, moi, le. dans ma démarche, je cite souvent cet exemple-là parce que d'abord, elle parle beaucoup aux gens du numérique et j'y amène de mon point de vue une autre dimension. Après, je rentrerai sur le détail de peut-être d'une expérience que j'ai vécue autour de cette expérience utilisateur, qui est pour moi la base. L'exemple de Kodak, qui était numéro 1 de la photo pendant des années, qui a connu les grandes heures de gloire parce qu'ils étaient partout dans le monde, dans le développement de la pellicule et de l'appareil photo. Et aujourd'hui, ils n'existent plus au niveau de la photo. Et je dis souvent, ils se sont trompés de métier. Leur métier, c'était pas de la photo. Leur métier, c'était pas l'appareil photo. Leur métier, c'était le souvenir. Et s'ils avaient compris que c'était le souvenir, aujourd'hui, ils auraient créé des serveurs. Ils seraient peut-être l'outil de stockage du souvenir des gens et l'entreprise serait extrêmement florissante. Hmm. Il ne faut pas oublier le pourquoi l'entreprise elle est créée.
Si elle est Oui, juste pour faire de l'argent, effectivement, je pense que tous les obstacles qu'on va rencontrer pour faire de l'argent sont des risques forts d'abandonner. Si la vocation profonde de l'entreprise, c'est garder le souvenir des gens, en fait, moi, je suis convaincu que Kodak serait encore une World Company aujourd'hui. oui, Que ça n'a pas de prix de garder le souvenir de ses aïeux, de ses souvenirs, de tout ça. Ce qu'a compris Apple, hein. Aujourd'hui, toutes nos souvenirs, toutes nos données aujourd'hui sont stockées sur Apple et on paye 99 centimes avec un repeat ad vitam aeternam. oui, Personne ne va supprimer ses photos de son grand-père, de son arrière-grand-père et de partager. Et effectivement, c'est tout le sens de ce qu'apporte en fait une entreprise à un utilisateur. oui, tout à fait. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis que pour un entrepreneur, quelqu'un qui a une vision, il doit pas oublier l'objet de sa première vocation, en fait. Je parle Oui, des entrepreneurs qui répondent à un besoin, hein. oui, Je parle pas des entrepreneurs qui viennent sur une opportunité et ça, je ne juge pas, hein. oui. Mais le Donc sens ça peut être le rôle du Chief Digital Officer que d'arriver à re-questionner le purpose, l'objet de la société. c'est exactement le terme. C'est exactement ça. C'est un peu le rôle du chef digital officer. Alors, j'ai tendance maintenant à passer, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'en suis encore, parce que cette fonction-là de leader de la transformation est tellement mouvante aujourd'hui, Oui, et les compétences sont tellement mouvantes. Aujourd'hui, on y intègre l'IA, on y intègre de nouveaux modes de management comme l'hyperagilité, sur des nouveaux outils. Mais je pense que les fondamentaux sont les mêmes que pour Kodak, c'est-à-dire le sens sur lequel le chef digital ou le leader de la transformation anime. Et effectivement, tu as raison, c'est le questionnement. C'est comment il arrive à faire monter en maturité le dirigeant sur son questionnement. Quel est l'objet de son expérience et de son entreprise? Quelle est la oui, valeur et qu'est-ce qu'ils veulent offrir, en fait? C'est ce qui restera. Alors, ça paraît très idéaliste, mais c'est comme ça que je le vois, sans oublier les enjeux business, parce que on ne dit pas que d'un point A à un point B, on va y arriver en tant de temps. C'est pour ça que c'est difficile de faire une promesse. Mais en tout cas, on a un phare au bout du chemin qui nous dit, oui, c'est l'expérience qu'on veut, c'est de conserver le souvenir des gens sur la durée. oui, Ça doit être un phare. oui, Euh, c'est clair. voilà. Et ça donne cette dimension-là. Et ça donne cette dimension-là à la fois sur les enjeux numériques, mais à la fois au niveau de l'entreprise même, de ses collaborateurs. Ils savent pourquoi ils travaillent tous les jours. Parce qu'à la fin du compte, il y a un client qui va garder le souvenir de son existence. Ouais. Voilà. Alors, ce que tu dis est très fort parce que ça veut dire que dans ce rôle de Chief Digital Officer, ça va bien au-delà du digital, entre guillemets, que tu es en train de parler, de questionner l'objet de l'entreprise même, ses valeurs peut-être, sa relation par rapport à ses clients, et comment, dans la relation justement avec peut-être la direction générale ou les autres départements, tu arrives à gérer ça. Parce que moi, j'ai vécu dans mes expériences, et je l'ai vu aussi chez d'autres, que beaucoup de directions ont quand même tendance systématiquement à essayer de ramener le digital à la techno. Oui, oui, oui. Et Alors là, moi, tu as expliqué ouais, très clairement qu'au contraire, on sort de ça. Enfin, le digital est vraiment juste un outil, mais une fois qu'on l'a compris, on décloisonne tout, on re-questionne l'entreprise, mais tu viens en conflit potentiel avec tout un tas d'autres forces dans l'entreprise. Donc, comment tu arrives à gérer ça? en fait, tu as tout à fait raison. Alors je pense que c'était encore plus vrai il y a quelques années, parce que le coût d'entrée technologique était important. Oui, Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui avec des outils, avec le cloud, le coût d'entrée sur une technologie par rapport à ce qu'on a connu, hein, des oui, salles blanches, le coût d'entrée est moins impactant. Est moins impactant. Et j'ai le sentiment que, moi, dans mon expérience, l'enjeu est essentiellement sur le retour sur investissement. Comment on planifie des investissements. Moi, j'ai fait une erreur à un moment donné sur une mission, c'est que la société fonctionnait très bien, le dirigeant avait un résultat d'exploitation suffisant pour dire je peux prendre à charge un nouveau département de la transformation numérique, sauf qu'il avait minimisé le coût et la durée et même moi, de,
de la transformation numérique. Ce Oui. qui fait que la première année, il s'est dit, bon, bah, ça m'a coûté 800 000 euros, ok, je vais le digérer, je vais pas me payer la première année. Mais la deuxième année, ça gratte un peu plus. Oui. Et la troisième année, ça gratte beaucoup. Oui. Alors que si, quelque part, on planifiait ça sur 5 ans, comme qu'on fait en banque, hein, on investit un fonds de commerce, on dit on va l'amortir sur 3 ans, Mhm. donc c'est moins douloureux que se dire ben, je prends à ma charge sur une année en pressant les équipes, en pressurant les équipes, parce que finalement, au bout de la première année, bon, bah, je me suis assis sur 800 000 euros ou 1 million. Et la deuxième année, ça fait 2 millions, troisième année, ça fait 3 millions, ça fait un peu plus. Et Oui. ben, ça gratte un peu plus. Alors que si on le lisse sur la durée, on sait que de toute façon, c'est un département qui va être amené à grossir, c'est un département qui va prendre en compte dans les finances, et ben, bah, c'est moins douloureux et la pression, elle redescend. Voilà. D'accord. Et en cela, on retombe sur des enjeux d'entrepreneuriat, parce que souvent, aujourd'hui, dans une société qui va tout le temps très, très, très vite, on se rend compte que même sur des fonctions de direction, c'est des chaises musicales, parce que les objectifs ne sont pas atteignables. Oui. Ils sont pas atteignables parce qu'on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on minimise ce qu'on est capable de faire en 5 ans. Oui. Parce que ce que les médias nous montrent, c'est un Airbnb qui devient leader du tourisme. Mais je vous rappelle qu'en avril, c'est son première année de bilan positif. Oui. Ils étaient déficitaires jusqu'à présent. Oui, Et c'est 10 ans d'investissement ou 15 ans d'investissement. c'est 15 ans d'investissement. Alors, c'est un peu le raccourci qu'on peut rencontrer parfois sur des plateformes d'e-commerce où les gens disent bah, il suffit d'avoir une plateforme d'e-commerce pour que ça fonctionne ou de Oui. dropshipping. En fait, c'est un raccourci. Parce que si c'était si simple, tout le monde le ferait, et c'est pas le cas. Moi, j'ai Bien sûr. accompagné des entreprises assez conséquentes sur le e-commerce. C'est pas si simple que ça d'avoir un retour sur investissement sur lequel on a peu de marge sur des textiles, euh, des Cdiscount ou autres, je sais pas si j'ai le droit de citer, ou des plateformes. Quand on regarde leur bilan, leur rentabilité sont pas au rendez-vous. Oui. La réalité, c'est qu'ils sont pas au rendez-vous. Donc, il faut sortir de cet effet, cet effet un peu systématiquement c'est pas la promesse qu'on en fait. Il faut prendre conscience qu'il y a un tournant à faire sur le numérique. Pour autant, il y a du travail à faire. Il y a surtout une initiative à mener. Mais s'il y a personne qui s'en occupe, bah, l'initiative, elle reste en l'état, hein. Oui. Mais ça Bien peut sûr. pas être le constat aussi que je fais, c'est que ça peut pas être un membre du CODIR qui est déjà en suractivité. Oui, c'est là où il faut externaliser, entre guillemets, cette Externalisé. situation, parce que sinon, voilà. Parce que sinon, bah, ça court ensemble. Si la personne elle a le temps pour mener une transformation digitale, et en plus, elle a un boulot à plein temps, donc c'est-à-dire que pendant 5 ans, elle était payée à faire un double boulot. Donc, ça n'a pas de Ouais. sens, juste pragmatique, juste rationnement. Oui, Voilà. bien sûr. Bien sûr. Ah, super intéressant. Comment tu définis ton leadership? Comment et d'ailleurs, ce qui m'intéresse en plus particulièrement, c'est que tu as cité ton expérience d'entraîneur de très très haut niveau en plus. Et je vois forcément un lien peut-être entre les deux, le monde du sport, le monde du management. Comment tu définis ça? Alors moi, Et comment tu vis au oui, quotidien? Ouais. j'ai mis longtemps à faire la passerelle entre les deux, en fait. Alors, en tant qu'entraîneur, ça a été surtout un domaine spécifique. C'était de loisirs avec des gens qui viennent pour leur plaisir, qui est différent des salariés ou des collaborateurs qui sont Oui. payés. Oui. Et puis finalement, avec le temps, je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de passerelles. Parce que ça reste des individus, il faut réussir à les motiver. Même des gens qui viennent pour leur loisir, il faut réussir à les motiver. Parce Oui. qu'on se rend compte bah, qu'ils sont aussi en charge. En fait, ils sont aussi, ça ne peut pas s'imiter qu'au sport et au loisir. Il y a tout un environnement pour eux. C'est l'environnement familial, l'environnement de travail, l'environnement. Quand ils vont faire du sport, bah, ils sont peut-être épuisés par des journées compliquées. Ils ont une famille à côté par des enjeux compliqués. Et en fait, il faut réussir à les mettre dans une dynamique je, je me rapproche de mon objectif tous les jours. Même si c'est un tout petit peu, tous les jours, je m'accorde, même si je suis en retard de mes entraînements, des fois, bon, j'ai pu être un entraîneur directif, dire voilà, pas de retard, au bout de 15 minutes, vous restez chez vous, j'ai pas envie de vous voir. Puis après, je me dis, bon, bah, finalement, sur 2 ans d'entraînement, même si elle loupé une demi-heure pour des raisons de transport, pour des raisons, c'est 1 heure et demie d'entraînement supplémentaire.
C'est Ouais. 1 heure et demie de capitaliser. À la fin de l'année, si c'est toutes les 2 semaines, ça fera des heures de capitaliser. Donc, je suis revenu un peu sur cette idée-là et je pense que dans le management, alors aussi, je veux dire, collaboratif, j'essaie d'être mettre dans des conditions rassurantes, hein, de se dire que voilà, on va tous dans un même objectif, avec une vision commune et avec du sens. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon expérience. J'ai rencontré des gens exceptionnels, des collaborateurs exceptionnels. J'ai eu énormément de chance sur cette partie-là. Et aussi des joueurs exceptionnels. Je dirais que ça sera peut-être plus à eux de me dire, mais bon, moi j'aime bien fédérer les gens sur un objectif commun. Et après, c'est de l'organisation, faire des réunions régulièrement, être à leur écoute, prendre en compte leurs enjeux, leur laisser de l'autonomie pour qu'ils exercent hein, l'expérience. L'essai-erreur est importante. Mhm. Mais ça, c'est surtout d'aligner la direction générale et la culture d'entreprise. Quand c'était mon entreprise, c'était mon cas, j'étais libre de faire ce Oui. que je mais lorsque on doit composer avec un client qui peut avoir une culture très différente de la nôtre, hein, donc c'est là où c'est important d'aligner l'état d'esprit pour savoir si on est à même de pouvoir assumer parfois des visions managériales très autoritaires ou très, très, pour ma part, qui peut être archaïques. Oui. Et comment tu gères la relation, alors, non pas au sein de ta direction, mais avec les autres directions? Bah, je vais prendre 2 exemples concrets, parce qu'ils sont, je pense, assez illustratifs. Une direction marketing et une direction informatique. Au quotidien, ça peut être source de conflit, puisque si jamais on donne l'impression de marcher sur les plates-bandes de l'un et de l'autre, Oui. comment tu arrives à favoriser cette collaboration sans conflit? Alors moi, je suis toujours partisan qu'il y a toujours du conflit. Il y a toujours des problèmes. Enfin, on est entrepreneur, sortir sans qu'il y ait de problème, c'est pas envisageable. Enfin, moi, je l'ai compris très tôt. Oui, Et c'est pas un problème de résoudre des problèmes. J'ai oui, été éduqué à faire des puzzles et à faire des maquettes miniatures d'avions. Donc, on peut être déterminé sur ça. Comment, avec le marketing et la DSI, effectivement, Hem, déjà, il faut aligner le fait qu'on a un objectif commun, tous ensemble. Et après, c'est de responsabiliser chacun sur son périmètre d'action. oui, C'est un peu comme une équipe de sport. Chacun sa fonction. Un attaquant va pas apprendre à un gardien de but comment il doit faire ses choses. Sa responsabilité, c'est que le ballon, il rentre pas. Voilà. oui, Et un attaquant, son objectif, c'est d'aller, marquer jusqu'au but. Après, ça n'empêche que chacun a droit à faire l'erreur, oui, sur la durée. Après, je tendance à dire, il y a des conflits quand les gens se connaissent pas. Quand les gens apprennent à se connaissent, en dehors du travail, en dehors des interactions, des enjeux politiques, et ils découvrent l'humain qu'il y a derrière, et ben, on travaille avec des gens qu'on connaît oui, et ça évite de pousser des barrières. Et ça, c'est pas que dans le monde des entreprises, c'est dans le monde du quotidien. L'étranger, l'inconnu fait peur. oui, L'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur, il suffit de faire rencontrer des gens. Je pense que, alors, j'écoutais quelqu'un, il disait: «Oui, j'aimerais que la nourriture soit quelque chose d'universel» et c'est vrai, quand on met les gens autour d'une table à partager un repas, mmh, les gens se posent pas trop la question d'où il vient, est-ce qu'il va m'embêter, est-ce qu'il va faire les choses, on apprend à connaître en disant: «J'ai passé un bon moment avec cette personne-là et on a le même objectif commun. Comment on va faire pour travailler ensemble?» Il y a pas de raison que ça fonctionne pas. oui. Oui, donc l'humain avant tout, en tout cas, en parallèle de la relation professionnelle. Mais en fait, elle est partie intégrante de la relation professionnelle. Elle est partie intégrante, je donne l'exemple il suffit enfin, c'est pas qu'il suffit, c'est qu'il faut réunir les gens à un moment donné pour créer un groupe en fait, hein. Moi je sais que en coaching sportif, il y avait peut-être des petits détails comme ça, mais avant un match, de se retrouver, de boire un verre ensemble, on va confronter l'adversité ensemble. On va Oui, confronter l'adversité ensemble, on va vivre des moments difficiles, des périodes difficiles, heu ça sera un jour, on sera un peu moins bien, un jour, on sera un peu mieux, un jour, on sera en forme. C'est d'accepter cette règle-là, en fait,
qui est valable à tout le monde, en fait, hein. Sortir un peu du fait qu'on est parfait. Personne n'est parfait. Moi, mes joueurs sont pas parfaits. Moi, je suis pas parfait. Je suis entraîneur, j'étais joueur aussi. Et d'accepter que, voilà, on peut passer à côté de détails importants, mais c'est de l'apprentissage aussi. Et ce petit détail-là de dire, je réunis un codir autour d'un week-end, parce que c'est un peu cette image médiatique en disant ils profitent de la situation parce qu'ils font partie du codir, c'est pas tout à fait vrai. On réunit Mm. le codir parce qu'on a besoin de créer du lien entre les membres Oui, de direction et d'aligner les enjeux. Et surtout, d'avoir le saut du PDG ou du DG sur le fait que la mission, on y va. oui, Et si le PDG n'a pas une confiance absolue entre son chef digital officer, son leader de transformation digitale, moi, je n'y vais pas. D'aligner les intérêts, c'est d'aligner l'équipe de direction, faire en sorte que le PDG ou la personne qui décide ou les actionnaires décident me laisse les coups des franches. Sinon, c'est pas possible, en fait. oui. Et comment tu embarques du coup un PDG, enfin, euh, enfin, peut-être sur la notion de formation, d'acculturation, comment on arrive à, parce que le digital, comme tu as dit, les gens sont dans leur métier aussi, et ils ont déjà des charges de travail énormes, comment les accompagner dans cette acculturation et cette formation néanmoins, parce que c'est quand même très important aussi. Oui, c'est très important. Après, alors je pense qu'il y a plusieurs PDG. Il y a des PDG qui sont du fait d'être entrepreneurs et qui ont créé leur entreprise, qui ont vraiment une vision très claire de l'arrivée de l'innovation, mais vraiment très claire. Oui, La seule difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas la ressource, à la fois en interne et ils ont beaucoup de mal à trouver une ressource en externe. oui, Euh, euh, Parce que les cabinets je dirais de chasse ou les cabinets de conseil qu'on rencontre aujourd'hui, hein, moi, je partage mon point de vue. Euh, Certains ne sont pas du tout à jour sur les enjeux du numérique, hein. On a vu des grands cabinets de classe oui, internationale aujourd'hui. Sur la stratégie, on n'a rien à leur reprocher, hein, sur les enjeux politiques, enjeux. Mais sur le numérique, certains ont pris du retard qui essaient de rattraper aujourd'hui. Et souvent, ce dirigeant a du mal à avoir une ressource opérationnelle sur le terrain. Parce que Miguel, tu as été entrepreneur à un moment donné, bah, on va pas te recruter quand tu es entrepreneur, hein, et que tu oui, comprends le numérique. Quand tu es entrepreneur et tu lances un projet où tu as la conviction et la compétence de faire une rupture numérique à l'échelle mondiale, ça va être difficile de te détourner de ton objectif. Donc en fait, il y a des profils qui sont très difficiles à trouver. Alors le PDG avait bien une vision, donc il a cette difficulté de trouver les bons profils. Donc, souvent, le danger, c'est de dire dans l'équipe qui veut être chef digital officer. Donc, tout le monde lève la main, mais personne n'a l'expérience vraiment de ce sujet-là. oui, Et puis, ils ont un métier à côté. Donc là, c'est le PDG. Ça, c'est le charisme du PDG. Si c'est fait tout seul, il sent qu'il y a un problème et il essaie de trouver la solution. Donc là, quand on intervient, c'est assez simple. Parce que là, parce qu'il sait qu'il y a un enjeu, il a besoin qu'on le rassure sur cette partie-là et qu'on lui explique un peu la vision et comment on va travailler avec lui sur le développement de demain. Donc là, c'est cool. Après, de manière opérationnelle, celui qui prend en charge ce projet-là, lui, par contre, il a une charge importante parce que là, il doit convaincre tout le monde avec l'appui du PDG. Mais c'est pas le oui, PDG qui est opérationnel. Et là, oui, ça, c'est parfois, pour avoir partagé des expériences avec d'autres confrères, parfois, pour nous, c'est des points de friction. Parce que il y a le fait d'être externalisé, d'intervenir dans l'entreprise, sur lequel nous, on n'a pas d'enjeu. On est là pour dire des choses en tant que consultant externe. On n'a pas d'enjeu, nous, à part notre mission, qui ont un laps de temps bien défini. Et quand c'est terminé, c'est parti, nous, on passe à autre chose. Lorsqu'on est confronté à un codir où c'est leur salaire, ça fait 30 ans qu'ils sont là, on est confronté à une autre problématique qui est plutôt humaine. Comment on va les amener à une logique différente, à les sortir de leur sédentarité, à leur dire que l'enjeu, leur vie est importante, hein, ça c'est sûr, hein, mais de les amener à évoluer autant que l'entreprise. Donc, c'est-à-dire à prendre des compétences sur le numérique, à prendre en main aussi des enjeux numériques, à gérer aussi des équipes au sein du numérique et les faire monter en compétences. Et ça aussi, c'est le même travail que pour un dirigeant qui, lui, connaît son métier, mais il doit changer de métier. J'ai tendance à dire, une transformation numérique, c'est comme un restaurant. Pas parce que tu as refait la peinture et la devanture que tu t'es fait une transformation, hein.
Là, on parle de modèle économique. Donc, c'est peut-être pour un restaurant d'avoir une cuisine en dark kitchen qui fait de la livraison pour Uber Ouais. Eats ou Deliveroo. Donc, c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent à utiliser la tablette. Il faut qu'ils comprennent que dans les cuisines, bah, il va falloir qu'il achète de l'emballage parce qu'il va vendre que à emporter, à 70% à emporter, que les horaires sont en décalé. Donc, c'est aussi un autre métier. Est-ce que le dirigeant est prêt à faire ça? Moi, le rôle du leader de la transformation digitale, c'est aussi faire prendre conscience en fait, à ce dirigeant que ça va pas être une sinécure, hein, contrairement à ce qu'il pense, Ouais. et que ça va être aussi de l'engagement de sa part à lui. Et là, c'est là où on voit les entrepreneurs un peu plus avant-gardistes que les autres, ou les entrepreneurs qui ont envie qui prennent conscience de ces sujets-là. Après, il y a une autre partie, eux, disent, bon, tant que ça fonctionne, bah, on reste en l'état, comme je vais pas citer, mais comme Kodak à l'époque, euh, comme les taxis en France. Voilà. Oui, bien sûr, hein, comme beaucoup de domaines qui ont été disruptés, en fait. Oui, oui. C'est clair. Bah, tiens, en parlant de disruption, ça me fait penser quels sont pour toi les axes d'innovation majeurs là, à venir, justement, et qui vont un peu chambouler nos quotidiens, déjà bien chamboulés par ailleurs. Oui, oui. Alors bon, bah, bien sûr, le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est l'IA, hein, parce que je pense que tous les experts de l'IA, à l'arrivée de cette interface de ChatGPT, ont été tous bluffés, euh, même les gens les plus férus du sujet, par la vitesse dont c'est arrivé, et puis la pertinence qu'ils ont proposé. Bien sûr, sur les sujets de fond, bah, il y a un sujet de fond qui arrive aussi, sur lequel tout le monde travaille un peu de manière acharnée, et qui a des enjeux même géopolitiques. C'est tout ce qui est serveur quantique, supercalculateur. Oui. Un gros sujet sur cette partie-là, Mhm. qui quelque part va amener aussi une autre rupture, je pense, au niveau business, parce que forcément, la pertinence des propositions vont être liées à la capacité de calcul. Oui, Euh, donc là, ça touche la puissance de calcul, mais qui va permettre de débloquer tout un tas voilà, impossibles actuellement à traiter, quoi, c'est ça? voilà, exactement. Et puis, un autre sujet un peu moins connu, c'est tous les sujets de l'IoT, des objets connectés, avec en sous-jacent tous les enjeux de la 5G, qui fait qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur n'est pas satisfaisante sur tout un territoire. Oui. Euh, et c'est un peu la partie qui manque peut-être encore sur l'intelligence artificielle, c'est les caméras qui peuvent être thermiques, les micros auditifs, les objets connectés autour de la santé, le smartphone, la voiture autonome qui arrive, hein, l'objet connecté, qui récolte aussi de la donnée. Oui. Et tous ces objets, ce qu'on appelle IoT, les objets connectés, sont pour moi un point important de la révolution numérique de demain. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est au niveau d'un territoire, parce que tu as parlé de la France, ça touche la gestion des villes, enfin, je crois que tu as écrit sur ce sujet, non? Oui, alors j'ai écrit beaucoup sur tous ces sujets qui me passionnent, hein, mais effectivement sur les objets connectés, sur le domaine du sport, c'est-à-dire Mhm. parce que moi c'est une passion autour du sport. En tant qu'entraîneur, on pourra avoir des données en temps réel même sur un match avec des caméras. C'est-à-dire l'état de fatigue d'un joueur, parce que la caméra elle sera capable Oui, en temps caméra réel. thermique, une caméra thermique sera à même de savoir si le joueur est en surchauffe ou pas. Oui. Et ça va permettre de gérer les blessures, ça va permettre de gérer les moments importants de match. Là, il y a un point réglementaire, donc je dirais que ça serait une quatrième partie des enjeux de demain, c'est le point réglementaire, hein. En Oui. quoi l'IA, les données, l'exploitation des données, les objets connectés vont être réglementés. Il y aura toujours un décalage entre l'innovation qui va arriver technologique et la réglementation comme on le voit aujourd'hui, mais ça va disrupter les usages. Il faut s'imaginer dans le monde du sport qu'il y ait des caméras thermiques qui puissent identifier l'état de fatigue du joueur, qui pourra impacter les paris sportifs, parce si on est sur des enjeux Mhm. business, on a Oui. toute le secteur d'activité qui va être impacté. On parle des villes aussi, comment la voiture autonome, comment elle va impacter l'usage. Aujourd'hui, je ne pense que d'ici 10 ans, personne ne conduira. Mhm. Quel Oui. impact il aura sur le permis de conduire aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une question de maintenant de pouvoir passer le permis de conduire en ligne, plus dans les auto-écoles. Parce que quand il y aura l'objet connecté, je donne souvent l'exemple, je crois que c'était 7 000 drones pour faire un feu d'artifice, hein. 7 000 Oui. drones connectés, c'est
30 centimètres avec un espace d'1 mètre, ils se sont pas percutés. Comment on Oui, peut penser qu'un véhicule avec 30 caméras et interconnecté avec la connexion de la 5G, parce qu'il faut que ça remonte, parce qu'il y a des zones blanches oui. encore en France, mais en pleine ville, il faut s'assurer que tout le monde ça. Mais je ne vois pas la contrainte d'un véhicule autonome. Aujourd'hui, technologiquement, alors je suis pas expert, hein. Là, ça reste que de mon imagination qui part sur cette partie avec un constat, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, il y a déjà la voiture autonome. Donc, ça va être juste un point réglementaire. Moi, je pense, et l'adoption, mais l'adoption va être hyper simple. Moi, j'ai discuté avec une amie sur ce sujet-là. Je disais, le premier, là où je mettrais de l'argent, c'est la voiture autonome pour déposer les enfants et les récupérer les enfants pour les amener à la salle de sport. Parce que moi, je Ah dépose oui, mes enfants, je vois ouais, les embouteillages que ça crée pour ouais. un enfant par voiture. Je suis Oui, persuadé que les enfants, on leur dit, il y a une voiture qui vient vous chercher et qui ramène tous vos copains, et en plus, ils font la fête dans le minibus, bah, tout le monde est heureux, hein. Moi, en tant que ouais, parent, je me stresse plus pour déposer mes enfants. Les enfants, ils s'éclatent parce qu'ils vont voir leurs copains, parce que mes enfants adorent voir leurs amis de classe. Et ils s'y posent à l'école. Et on gère une grande partie des embouteillages pour un coût d'investissement qui est scalable à l'échelle du monde, parce que je pense que tout le monde dépose ses enfants. oui, ça c'est Et, un problème général, oui. voilà. Avec des économies et environnementales qui sont sans nom. Je disais ça serait une super start-up de projet de start-up. Bon, je le Ouais. partage pour les auditeurs qui n'y avaient pas pensé, qui disent ah tiens, je vais faire ça. Mais avec la clé, la régulation, comme tu dis, par contre. Parce Et que, la en clé fait, de la régulation. tous ces domaines, et tu as l'air convaincu de ça, tous ces domaines et ces innovations doivent être régulés. Oui, c'est la règle du jeu en fait, hein. Il y a des startups qui ont levé des millions, voire des centaines de millions en exploitant la data. Aujourd'hui, Thierry Breton est intervenu avec l'Unité européenne et a dit en fait la data, elle appartient pas à ceux qui les ont, elle appartient aux concitoyens, elle appartient aux personnes. Oui, Ça a fait une rupture totale. Et, et dans le marketing, dans l'exploitation de données, c'est un tsunami quelque part. Euh, c'est un tsunami, même pour les entreprises qui ont levé des fonds. C'est-à-dire oui, qu'ils doivent changer leur modèle économique, leur réflexion et la manière dont ils vont exploiter les données. Et plus plus la technologie va avancer, plus les supercalculateurs vont avancer, plus il sera difficile de sortir, de pouvoir éventuellement contourner ce système-là. Ça sera plus possible aujourd'hui. On le voit, hein, les caisses sont connectées. D'ici 2025, la facturation sera connectée à un site du gouvernement. Donc non, aujourd'hui, la technologie permet d'optimiser le traitement des données, vraiment toutes les données. Donc mais oui. la régulation n'est pas enfin, un frein à l'innovation. C'est ce que disent certains. Bah, après, je comprends, hein, c'est un sujet éthique, hein, c'est le dilemme je dirais peut-être le dilemme de Munich. Est-ce qu'il faut agir ou pas agir? Moi, je pense qu'il faut réguler et donner du sens en fait. Et pourquoi on régule? Là, je pense pour le RGPD, ils ont donné du sens, même si ça empêche l'entrepreneuriat et l'économie libérale de faire de l'argent. On parle de données personnelles. Quand on voit l'événement de Cambridge Analytica sur lequel on a pu interférer sur un référendum, on a pu interférer sur une élection présidentielle grâce à la donnée, grâce à l'exploitation de la donnée. Faut mettre en balance alors des formations de formation juridique. Il faut mettre en balance deux intérêts, l'intérêt individuel et l'intérêt Oui, capitalistique libéral. C'est pas, je suis pas législateur, mais voilà, il y a un enjeu. J'invite les auditeurs à lire 1984 de George Orwell. On a tous cette crainte-là. On est français, on a encore plus cette crainte-là, parce qu'on a encore plus esprit critique, hein, droit de l'homme, sur le risque de détournement de ce cocon, comme on disait d'Alain Damasio, sur le fait qu'on est dans un cocon où on nous chouchoute, mais la donnée, elle est quand même quelque part.
et elle peut atteindre notre libre arbitre. Oui, oui, c'est sûr, hein. Et l'AI Act, l'IA Act, dans cette perspective est quelque chose de positif, du coup. Pour moi, oui, je pense que c'est quelque chose de positif puisque elle précise le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'IA pour influencer la prise de décision d'un internaute en ligne. Et je trouve que ça me paraît évident qu'il y a disproportion des outils aujourd'hui. Il faut se mettre à la place de quelqu'un. Alors, nous, on est experts, hein, on fait partie des experts. On identifie les signaux faibles, parfois des choses qui sont anormales sur le numérique. Mais il faut penser aux 99% de la population qui, eux, ne détectent pas ces signaux faibles. Les arnaques sur des SMS en disant j'ai encore reçu en disant vous n'avez pas payé votre amende de 135 euros. Les gens payent alors que c'est une arnaque. Alors nous, on le détecte tout de suite, mais c'est des millions de gens qui sont victimes de ça. Euh, je vois, moi, sur le marketing, des publicités sur Facebook, Instagram, de, 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 de publicités sur lesquelles ils ont réussi à faire parler des gens célèbres Oui, sur du trading en ligne pour que les gens souscrivent des abonnements. Ça, c'est l'usage de l'IA, oui, de l'image. Et il faut penser aux 95-98% des gens qui n'ont pas ce regard-là d'expert, hein, et qui ne détectent pas ces choses-là. oui, La majorité des gens ne détectent pas ces risques-là. oui. Oui, c'est un vrai souci, hein. Oui. C'est clair. Bah, écoute, quels sont les conseils que tu donnerais à à des jeunes voulant entrer dans ce métier? Tu m'avais posé la question à moi-même, je te la retourne. Et quelles ont été tes sources d'inspiration aussi? Alors, moi, pour la jeune génération, je sais pas si enfin, je leur dirais d'avoir confiance en eux, vraiment d'avoir confiance en eux et de prendre des décisions et de mener des actions. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est toujours de l'enseignement. Et ceux qui sont, je dirais, un peu encore plus à l'initiative des choses, entreprenez. Parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est un accélérateur de compétences. Comme je Oui, disais tout à l'heure, c'est des ascenseurs émotionnels. Alors, que vous ayez, en espérant que vous ayez la force et l'énergie, c'est des ascenseurs émotionnels sur toutes les verticales de l'entreprise. Vous allez apprendre le marketing, vous allez apprendre le commercial, vous allez, alors que ce soit le management ou l'exécution, hein. Moi, j'étais à la fois sur le management et j'aimais bien l'exécution. Que ce soit la finance, la comptabilité. Alors, n'occultez pas la comptabilité, ne oui, déléguez pas la comptabilité. Un comptable oui, est là pour enregistrer les factures et les notes, il n'est pas là pour faire du contrôle de gestion. Je oui, préfère, parce que j'en ai rencontré des gens qui disaient, ouais, j'ai délégué à mon comptable. Non, 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 le comptable il est là pour enregistrer les choses. Vos modèles économiques et la rentabilité de vos trucs, ça vous appartient, vous ne le déléguez pas, parce que c'est le nerf de la guerre, oui, qui est votre vie. Et après, ouais, mener des actions vraiment, c'est là-dedans qu'on apprend. C'est là-dedans qu'on apprend. oui, Et n'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. oui. Oui, c'est très positif en tout cas, comme état d'esprit, hein. Et quels ont été les mentors ou les grandes personnalités qui t'ont inspiré, toi, dans ta Moi, vie? il y en a eu énormément en fait. Il y en a eu vraiment. Alors, bien sûr, le premier, c'est mon père, hein, par sa expérience, par sa résilience, hein. J'en parle, il a perdu son père à 15 ans. Donc il s'est construit tout seul. Il a été sportif de haut niveau en plus de son métier. Et il a toujours été d'une serviabilité, d'une bonté envers toutes les personnes à qui il pouvait aider. Donc ça j'en ai hérité, je pense. Enfin, je souhaite le garder. Puis ma mère aussi, qui a dans son petit portefeuille toujours un budget pour les SDF. Ça fait partie de son Oui, quotidien de cash sort. Elle a toujours un peu d'argent pour les gens. Après, dans le monde du travail, je dirais mon Lionel, qui a été un de mes associés sur ma plus grande expérience, qui a été un management bienveillant. Je rencontre encore beaucoup de gens qui ont travaillé pour nous et qui ont travaillé avec lui avant moi et qui me disent bah, tu le remercieras encore parce que j'étais
le seul black à travailler dans la finance. À l'époque, les blacks n'étaient pas recrutés pour travailler dans la finance, ni les Indiens. Voilà, donc il a mené ça. Voilà, et il a toujours été avec moi de bons conseils. Alors, je lui ai demandé 2 fois de bons conseils, mais il a été de bons conseils 2 fois. Donc après, il y en a eu tellement. Je veux pas que ça fasse un truc, mais il y en a eu tellement, il y en a tellement qui m'ont inspiré. Voilà, alors pas sur tout, hein, leur personne, ça serait très réducteur, mais sur leur bienveillance, sur leur management, sur leur intégrité, euh, sur leur proactivité. Voilà. Je pense que c'est important effectivement, de rendre hommage en fait aux gens qui nous inspirent et ça peut être des gens avec qui on a travaillé, qu'on a côtoyé, ça peut être des personnalités, mais ça montre qu'on n'est pas tout seul et qu'on est rempli de ces sources d'inspiration en fait et qu'elles Oui, nous font grandir, quoi. oui, moi je pourrais faire une liste, hein, elle serait sans fin. Patrick, que tu as rencontré, qui est pour moi aussi un exemple de résilience. Elle a une vie extraordinaire et il reste quelqu'un qui a gardé en toute sa bonté, qui est pas misanthrope de la société et quand je suis avec lui, alors je suis bavard, hein, il passe des heures, Oui. mais qui a son chemin de vie sur lequel je suis assez admiratif, très très admiratif d'ailleurs. Euh, et voilà. Et puis surtout une grande admiration pour tous les entrepreneurs, que ce soit des TPE, des PME, des grands groupes. Je trouve que c'est une aventure pas évidente. Comme je disais, je pense qu'il faut s'armer à que des difficultés. Mais je dis souvent, c'est aussi un peu une malédiction. C'est que je pense que sans ça, on n'avance pas, nous. C'est un peu notre adrénaline, un peu à nous. Oui, tout à fait. Et pour terminer un petit peu, question traditionnelle sur notre podcast, quels sont les livres que tu conseillerais ou films Alors, il y a beaucoup, hein. Moi, je lis énormément. Il y en a beaucoup. Enfin, il y a 2 livres, enfin, peut-être. Alors, je citais un livre de business que j'ai trouvé très intéressant. C'est un livre sur l'open innovation. Je trouvais ça assez intéressant. Un livre aussi sur Eric Ries. Je trouve ça intéressant pour les jeunes start-upers de le lire, jeunes entrepreneurs, je dirais. Qui s'appelle Lean Startup. Voilà, Lean Startup, Ah c'est oui, vraiment un livre. Je trouve ça intéressant sur la manière dont il amène l'entrepreneuriat, qui a quelques années, mais qui est plutôt juste, je trouve, en termes de vitesse d'exécution, de mon point de vue. Après, en biographie, j'ai lu la biographie de Steve Jobs et d'Elon Musk, que j'ai apprécié. oui, Au-delà du côté un peu romancé, que je trouve toujours un peu romancé sur les ouvrages oui, anglo-saxons, mais je trouve qu'il y a de l'enseignement là-dedans. oui, Et il y a après, beaucoup dans de des choses. livres, dans un autre registre, plus de développement personnel, est très positif. Le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité, je trouve intéressant. Et un livre en psychologie, le livre de Nicole Prieur, qui s'appelle Les trahisons nécessaires. Bah, écoute, merci Dawson d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci à toi. Bien. Cet exercice pas facile que j'ai tenté hier. Voilà. Eh bien, je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, à nos auditeurs, on se retrouve bientôt dans nos prochains épisodes. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer la voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur la voie du CDO.